Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23, je crois. Lundi, c'était le 22. Non, 23. Mardi 23. 24, certainement. Certainement qu'on doit être le 24 janvier aujourd'hui. Et ma foi, le climat d'un seul coup s'est radouci. Du coup, j'ai ouvert les fenêtres de la maison. J'aère énormément puisque la température extérieure est presque supérieure à la température intérieure. Et oui, il fait extrêmement doux aujourd'hui. Et on a l'impression presque d'une première journée de printemps. C'est l'ambiance du printemps. Presque, je dis bien. On a l'impression de quitter l'hiver, ça y est. On sent comme quelque chose qui bascule. Souvent ça fait ça à cette époque-là. D'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui bascule et qui fait que ça y est, l'hiver est passé. Alors je dis pas qu'on va pas avoir à nouveau du froid ou je ne sais quoi, mais tu sens que déjà les jours sont plus longs, il y a une différence. Et puis c'est simple, dans la nature on sent que on n'est plus dans l'hiver. Et là aujourd'hui il fait relativement doux, donc ça amplifie ce sentiment. Alors oui, j'ai été, comme me disait un ami que j'ai eu au téléphone, j'ai été très productif ces derniers temps. Beaucoup hier, il faut dire, quand il pleut toute la journée. Hier, c'était une forme de pluie, de ciel bas, et c'était pas du tout agréable. Donc du coup, je cherchais à alimenter ma chaîne, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de publications hier. Ça a été très productif. Et puis là, écoutez, là on est sur un autre registre. On se promène ensemble, on passe du temps ensemble, décontracté, et on réfléchit. Comme toujours d'ailleurs. On réfléchit à ce qui nous arrive, on réfléchit à la situation, et on réfléchit à des choses qui nous touchent personnellement également. Parce qu'on est traversé par le collectif, on est traversé par les soucis de famille, et on est traversé par nos propres soucis à nous, c'est-à-dire notre état de santé. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on a pris un peu trop de kilos durant cet hiver, etc. Donc il y a toujours cette petite case qui nous concerne. Ensuite, on élargit le cercle. Il y a la case famille. Alors là, c'est simple. Vous avez en général de la préoccupation soit pour vos parents qui vieillissent et dont la santé se dégrade, soit une préoccupation pour vos enfants parce que vous attendez d'eux qu'ils s'épanouissent dans la vie et vous constatez que il y a quelques anomalies qui font que l'enfant en question est plus ou moins pas piégé, c'est pas le bon mot, est plus ou moins en difficulté pour s'épanouir dans une vie et dans un pays où on ne peut plus se projeter, où tout est remis en cause. Le système et le modèle est tellement remis en cause que le nouveau modèle, on ne le connaît pas vraiment, on le soupçonne mais on ne le connaît pas. Et le problème, c'est que le nouveau modèle, on le suspecte d'être extrêmement offensif et difficile. Donc, quand vous êtes jeune, ou quand vous êtes parent d'un jeune, et que vous voyez que vous avez un bon jugement sur la société et sur les prémices de ce qui se prépare, évidemment, ça engendre des soucis parce que tout être humain a envie pour sa progéniture, a envie que sa progéniture s'épanouisse, ait du succès dans le monde professionnel, le monde aussi sentimental, que chacun puisse construire sa vie, avoir une famille, etc. On en reste quand même là.
c'est des banalités, mais c'est malgré tout des valeurs sûres sur lesquelles on s'appuie. Et puis après, vous avez les comparaisons, c'est-à-dire que on se compare aux autres, on compare nos enfants aux autres enfants, et on compare nos parents aux parents des autres. On dit tiens, il gère ça comme ça, et moi je gère ça de cette manière-là, est-ce que c'est la bonne manière? Et puis on traverse cette vie alimentée par toutes ces petites tracasseries que certains essaient de noyer parfois dans l'alcool ou le sport, ou trouver une forme de soupape qui permet de compenser, ou la consommation, les loisirs. Les gens, l'homme il compense, hein. Quand il a des problèmes, il cherche à compenser. Et c'est logique, c'est légitime, c'est sa manière de fonctionner l'humain, il compense. Et plus on a de soucis, plus on essaie de compenser. En essayant de ne pas se laisser dominer, envahir par des soucis trop lourds à porter. Ou tout au moins, on espère pouvoir les porter à plusieurs, ce qui aide un peu. C'est pour ça qu'à travers cette chaîne, on porte à plusieurs, je dirais, le souci collectif, pas le souci individuel évidemment. Chacun a ses problèmes, porte ses problèmes. Mais au moins, concernant le collectif, quand j'entends le collectif, j'entends la France, le pays, eh bien, on est à plusieurs, on le voit, à ressentir cette dégradation de tout point de vue, moral, économique, tout ce que vous voulez. Et le fait d'être plusieurs nous aide. On n'est pas seul. Et le fait d'en parler, ça aide. Mais le fait de parler de nos problèmes personnels, ça aide aussi. On dit tiens, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à avoir ce type de problème que je dois porter malgré tout. En fait, on doit conduire plusieurs choses. On doit conduire notre vie. On doit continuer à s'occuper de nos affaires. Parce qu'on ne peut pas laisser aller dans ce monde. On le paye très cher si on laisse aller nos affaires, que ce soit nos affaires financières, professionnelles ou même de santé, ou même nos affaires affectives. Et puis, on est parasité par des choses qui nous concernent de moins près, mais qui nous concernent quand même. Je parle donc des problèmes familiaux, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que vous avez des parents dont vous devez vous occuper, vous avez des enfants dont vous devez également aider. Il y a une voiture qui arrive derrière, donc je pense qu'on va les laisser passer. Et puis, vous avez cette tension intérieure qui vous habite quasi en permanence. Voilà un peu comment je traduis les choses. Attention, hein, je les traduis pour moi, mais peut-être que pour vous c'est différent. Mais c'est un peu ce que j'observe autour de moi et ce que je vis aussi également moi-même. Hein. Et parfois le soir, il y a quelque chose de bon. Souvent le soir, quand arrive le soir, on a l'impression qu'on a 10 heures devant nous de tranquillité, où le téléphone ne va pas sonner, où personne ne va nous interpeller, où le facteur ne va pas passer pour nous apprendre une mauvaise nouvelle, une facture. Alors il y a quelque chose de délicieux, c'est quand arrive le soir, vous êtes seul, tranquille, vous allez vous endormir et vous vous dites, là j'ai 6-8 heures devant moi, mais de paix, de tranquillité totale. Je sais qu'on ne va pas m'emmerder, je sais qu'on ne va pas venir me baratiner, je sais qu'on ne va pas venir m'annoncer une mauvaise nouvelle ou de me tracasser avec quelque chose qui va encore pourrir ma journée. Donc c'est vrai que le soir est très agréable pour ça. Quand la soirée approche, moi j'ai toujours aimé. Et le matin, il faut réattaquer. Il faut réattaquer. C'est un peu le soir, si vous voulez, c'est un peu comme si on allait
sortir de ce monde, nous échapper. C'est un peu la fonction du sommeil et du rêve, c'est d'échapper un instant, un moment à cette vie, à sortir de cette vie, prendre une porte et puis on s'évade, on s'en va. Puis le matin, on se retrouve. On retrouve notre corps avec quelques douleurs peut-être le matin, le temps de mettre tout en route, suivant l'âge que l'on a. On reconstruit notre journée. On repart de zéro le matin. C'est un peu la journée sans fin. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On a des rituels tous. C'est-à-dire qu'il y a le rituel du démarrage de la journée. Et pour certains, ça va être d'attaquer du sport, de faire sa séance de sport ou de gymnastique. Pour d'autres, ça va être, il y a la toilette aussi, faire sa toilette consciencieusement, voilà, se préparer, être propre, s'habiller, mettre des vêtements propres, et puis faire un peu de lecture, faire son déjeuner, préparer son déjeuner, penser au repas du midi, aller au travail pour certains, c'est-à-dire être prêt, être performant le matin pour attaquer la nouvelle journée, retrouver les collègues, retrouver l'objectif du boulot, remplir son objectif, être à la hauteur. Enfin, cette journée qui s'annonce, c'est pas rien. Cette journée qui s'annonce, c'est une journée où on sait qu'on doit attaquer la montagne. On doit gravir encore quelques marches pour accomplir cette journée. Et puis, vous êtes pris dans le rythme. Vous êtes pris dans le rythme et dans l'action. Et c'est là que vous avez un appel, c'est là que vous avez un truc qui vous est suggéré, bonne ou mauvaise chose. En tous les cas, plusieurs éléments viennent parfois soit contrarier, soit alimenter votre journée en bonnes ou mauvaises nouvelles. Mais à chaque fois, c'est un inconnu, cette journée, c'est une nouvelle terre à conquérir. Et sur cette voie-là, eh bien, on a l'impression d'avoir encore presque, je dirais, remporté une victoire à la fin. Une fois qu'on a passé toutes les étapes de la journée, on se dit, finalement, je m'en sors pas mal. Cette fois-ci encore, je m'en sors pas mal. Et ça, à chaque fin de journée. À chaque fin de journée, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose qui aurait pu mal tourner parfois, ou dont on supposait que ce n'était pas gagné d'avance. Ou alors une très bonne expérience, une très belle rencontre, un très bon échange, qui fait que aujourd'hui, ça a été plutôt positif, il y a eu plutôt ça. Et puis vous avez les journées très courantes, sans relief spécial. Et parfois c'est la journée de l'ennui, où il ne s'est rien passé, où il n'y a pas eu de rencontre, où vous êtes ennuyé aussi. Ça peut arriver, ça arrive. En tous les cas, la vie est faite d'une répétition de jours comme ça, où il ne faut jamais baisser la garde. On est comme les animaux, on doit être attentif, veiller, parce qu'un accident est vite arrivé, parce que on peut se planter sur quelque chose, donc on doit être attentif. Prenez votre voiture, vous êtes attentif, faites attention sur la route, vous êtes vigilant, dans votre maison, dans votre appartement, vous êtes vigilant, attentif également. Donc il y a un moment donné où il faut lâcher prise et se reposer, c'est quand le soir arrive. Et c'est ce bon moment dont je vous parlais. Donc vous voyez que la vie humaine, c'est quand même pas rien. Et c'est pas rien, hein, c'est pas une petite affaire. Et puis il y a une dame qui arrive en face de moi. On va reprendre tout à l'heure notre conversation tranquillement. Je ne développe pas un point de vue particulier, je ne vous emmène pas dans un truc. C'est simplement un échange dans mon ressenti. C'est un peu ça sur cette chaîne, j'avertis les nouveaux abonnés parce qu'il
ils ne sont pas forcément familiarisés avec ma manière de faire. Parce qu'il y a la séance où je suis dans l'actualité, mais il y a des séances où je prends du recul, souvent sur ce chemin, et je me mets à évoquer en tous les cas des questions diverses et variées. Voilà. On parle comme ça dans le vide et des fois on touche des questions importantes sans forcément le chercher, le vouloir. C'est un peu le jeu. Je vous laisse, je reprends tout à l'heure. C'est reparti. J'ai croisé, je croyais que je connaissais cette dame, mais je ne la connais pas. Bon bah là on va marcher un moment parce qu'il fait bon, parce qu'il fait doux, parce que ça y est, c'est le début du printemps, on va dire. Alors comme je vous disais, vous savez, c'est bon de se livrer comme ça, parce que à chaque fois on réalise que finalement c'est un peu pareil, quoi. On ressent les choses de la même manière. C'est pour ça que souvent les gens me disent, mais finalement ce que vous dites je le ressens. Bah oui, mais je dis rien d'extraordinaire, je ne fais qu'exprimer des choses tout à fait banales, tout à fait ordinaires, mais qui en réalité sont partagées par beaucoup, parce qu'on se ressemble les humains. Figurez-vous qu'on se ressemble, qu'on a un peu les mêmes attentes, les mêmes préoccupations et les mêmes difficultés, les mêmes joies également. Finalement, tout ça fait qu'on se ressemble. On avait oublié qu'on se ressemblait. Et oui, on se ressemble. Et le fait de se ressembler devrait nous conduire à une forme d'équilibre collectif. Mais on n'y arrive pas. Parce que je pense que... Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à construire cette société équilibrée, bienveillante, en cherchant à... Une fois qu'on a fait l'inventaire de ce que nous sommes, nous humains, on pourrait dire, ben voilà, on fait l'inventaire, comme je viens de faire l'inventaire d'une journée, de notre vie, de ce qui constitue l'humain. Et donc, on fait tous l'inventaire, puis on se dit, finalement, on a envie un peu des mêmes choses, on a un peu les mêmes préoccupations, on a à peu près les mêmes désirs, et on n'est que de passage pour l'instant sur Terre. On considère qu'on n'est que de passage. Compte tenu de notre science, de la médecine, tout ça, on sait que notre vie, elle est calibrée avec un certain nombre d'années, mais qu'il y a une obsolescence de programmée, que notre corps doit vieillir, s'éteindre, et on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inventaire de tout ça à partir du moment où on a un peu les mêmes attentes, les mêmes besoins, le même rythme, un peu les mêmes fonctions vitales. On devrait s'entendre pour créer un monde collectif, une société qui favorise et qui permette de passer cette épreuve dans les meilleures conditions possibles. Quand je parle des épreuves, je parle de la vie, qui est sous l'angle d'une épreuve quand même. Parce que c'est pas rien de naître et de vieillir, de naître, de grandir et de finir par vieillir et d'avoir un corps qui se dégrade. C'est pas une perspective extrêmement excitante. Donc, on est tous coincés dans un algorithme qui n'est pas extrêmement merveilleux, puisqu'on sait qu'on doit finir par se dégrader et mourir. Donc on se dit, tiens, on est tous d'accord, si on s'unissait, si on fonctionnait ensemble, si on décidait enfin d'une part de s'organiser matériellement pour avoir une forme d'équilibre, et ça c'est possible, compte tenu des ressources, compte tenu des besoins que l'on a, on fait en sorte que chacun puisse vivre correctement, simplement mais correctement, se nourrir à sa faim, se déplacer, se soigner. Collectivement, on pourrait se dire, tiens, on organise une société où tout cela trouve sa place et s'équilibre, et donc on vit dans un monde où tout est prévu pour qu'on ne soit pas en défaut de quelque chose, qu'il y ait une forme d'équilibre.
Ensuite, toi tu aimes le dessin, toi tu aimes la culture, toi tu aimes, t'as envie d'être coiffeuse, toi tu as envie d'être couturière, tu as envie d'être boulanger. Quand on voit que les gamins ont 14-15 ans, on dit tiens, cherche un peu ce que tu aimerais te faire, et puis on l'oriente vers un métier dans lequel il puisse s'épanouir, dont il a envie. Et il y en a des milliers de métiers comme ça. C'était comme ça que fonctionnait la société de toute façon. Et puis, on le forme, on l'éduque sur ce métier, et la personne, le garçon ou la fille en question, va s'épanouir dans un travail qu'il aura choisi jeune, parce qu'il aura eu des dispositions, tout au moins on l'aura aidé à avoir un discernement concernant ses propres dispositions naturelles. On pourrait imaginer une société comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'ingénieurs, on n'a pas besoin d'avoir des cloportes, des intellectuels. Le monde est tellement riche et varié que chacun peut y trouver sa place. On pourrait imaginer une société équilibrée où on a tous plus ou moins notre place. Bon, il y en a qui ont besoin de grandes maisons pour avoir une grande famille, il y en a qui veulent vivre seuls comme des ermites. Il y a la place pour que chacun trouve son mode de vie qui lui convient. Donc on pourrait envisager une société équilibrée, ou de sages, où les gens diraient oui, il n'y a pas besoin de se faire la guerre, on a juste besoin d'unir nos compétences pour aboutir à un mode qui nous convienne. Alors là, je vous parle de... Ce que je vous dis là, ça paraît totalement utopique. Et pourtant, il n'y a rien d'utopique dans ce que je vous dis. Rien. Sauf que, vous me direz, vous aurez raison, oui, mais l'homme a quelque chose en lui de démoniaque, où il a une mauvaise intention. Il a quelque chose d'implanté en lui qui fait qu'il ne peut pas s'épanouir avec les autres correctement. Il y a une forme de nécessité de détruire l'autre. Il y a une forme en lui il y a presque un gène destructeur qui l'oblige toujours à évoluer dans l'adversité, à évoluer dans la confrontation, à évoluer dans une forme d'émulation provoquée par la compétition. Et la compétition est comment dire, je cherche le mot, il reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, vous aurez raison. Et effectivement, il y a ce gène en l'homme qui empêche de vivre sereinement cette vie, déjà, sur le plan simplement mental, sur le plan psychique. Il y a cet ingrédient en l'homme qui le rend jaloux, qui le rend méchant, qui le rend agressif, qui le rend envieux. La jalousie, c'est les fameux péchés dont on parle dans la Bible. Eh bien, c'est ça, c'est ces ingrédients qui fait que l'homme a beaucoup de mal à se défaire de ses mauvais instincts, je dirais. Et ça, évidemment, ça casse tout, parce que dans un monde pacifique où les gens, où vous avez une partie des gens qui sont majoritairement bienveillants et qui recherchent cet équilibre-là, eh bien, ça sera la minorité agressive, la minorité, je dirais, agressive et hostile qui prendra le pouvoir, parce qu'elle exercera la ruse et le côté sournois pour imposer un autre modèle à l'homme. Et le modèle dominant sera toujours le fait de cette minorité obscure, ces hommes noirs, qui ont l'âme noire, qui ont vraiment envie de destruction, et qui se nourrissent de la pauvreté, de la misère et du malheur des autres. Vous avez une catégorie d'hommes qui a une grosse proportion en lui de noirceur. Mais malheureusement, dans la dimension où nous sommes, dans ce monde, eh bien, c'est cette partie-là qui remporte toujours la victoire. Parce que l'homme bienveillant n'arrive pas à s'armer contre ça. Il n'arrive pas à trouver, il n'a pas l'âme d'un combattant ou de quelqu'un qui
qui aura assez de force pour se battre contre la ruse de l'ennemi. Il n'est pas assez rusé lui-même pour envisager la ruse de l'ennemi. C'est tout le problème des personnes qui sont bonnes. Ils n'ont pas la ruse en elles, ils n'ont pas le côté mauvais, ils n'ont pas le mauvais esprit en eux qui leur permettrait de combattre justement l'ennemi, celui qui justement est en train de régner actuellement, on le voit à travers notre société, et remporter justement victoire après victoire, il remporte le pouvoir, il annihile toute la population, il rend malheureuse la population, et comme il a un esprit, comme cet esprit sournois est machiavélique, il arrive à activer la division entre les humains pour imposer son règne. Voilà où nous en sommes. J'espère que je me suis fait bien compris. Je me suis bien fait comprendre que je ne suis pas trop pris les pinceaux dans cette démonstration. Ce qui fait que notre fameuse société idéale, eh bien, on ne peut pas la réaliser. Voilà. On ne peut pas la réaliser à cause de ces troubles faits qui sont peut-être minoritaires, mais qui imposent justement leur règne à cause de la malveillance dont ils sont habités. Ce qui veut dire que on n'est pas sorti d'affaires. On n'est pas sorti d'affaires et qu'on va se pourrir la vie comme ça. On risque de se la pourrir jusqu'à notre propre extinction, puisque dans ce gène, le fameux gène dont je vous parle, qui est ce gène noir, le gène de l'adversaire, eh bien, c'est un plan qu'on a en nous, dans l'homme, que beaucoup d'hommes ont, bien entendu, en eux, plus ou moins développé, mais on l'a tous. Moi-même, je l'ai certainement, on l'a tous, et on l'identifie bien, on sait qu'il est là. Eh bien, ce gène-là, on aimerait bien qu'on nous le retire et être parfait. On aimerait bien être absolument parfait, ne pas avoir de défauts, être tout à fait bienveillant et sans rien de caché. Mais il y a ce gène qui est implanté en l'homme, et cela, pour l'éradiquer, les religions tentaient d'inventer des rituels pour, en quelque sorte, travailler sur ce gène et l'éradiquer en l'homme. Ça n'a pas fonctionné visiblement, puisque aujourd'hui c'est le triomphe du mal, et c'est le bien est totalement, complètement, le bien est totalement agressé, diminué et presque éradiqué. Il n'y a plus que le règne du mal, où qu'on se trouve, où qu'on soit, c'est le malin qui gagne à chaque fois, et le bien perd du terrain partout. On le voit à l'œuvre chaque jour à travers les actualités. Tout cela nous conduit à une forme d'autodestruction, parce que le mal est autodestructeur. C'est-à-dire que ce gène que l'on a en nous, il a cette fonction de nous autodétruire. Alors, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on a en nous un gène qui est tellement vicieux qu'il se retourne contre nous. C'est comme si on avait un virus dans notre corps qui nous détruit, qui nous mange. Et ce virus, il est ésotérique. C'est un virus ésotérique qui nous grignote de l'intérieur, qui nous ronge et qui nous détruit. Et je connais des gens qui ont plus ou moins développé ce virus-là, qui l'ont nourri. Et à force de le nourrir, ils sont possédés par ce virus. C'est-à-dire qu'ils se réveillent et ils cherchent immédiatement ce qui ne va pas. Ils sont en quête d'un problème. Il leur faut un problème pour la journée. Tellement il y a une forme de perversité qui s'installe en eux et qui fait qu'ils se nourrissent de leur propre mal. Et vous avez donc des profils psychologiques qui ont cette pathologie qui consiste à se ruiner eux-mêmes la santé. Ils ont une fabrique, ils sont eux-mêmes une fabrique à maladies. Et leur psychologie, souvent, fabrique des maladies corporelles. Mais c'est eux qui sont le moteur de leur propre maladie.
Mais tout cela est inconscient, ils ne s'en rendent pas compte. Il n'y a que nous qui sommes à l'extérieur qui l'identifions. Parfois, on a parmi ces gens, des gens comme ça proches de nous, de notre intimité. Et c'est des gens qui appellent à l'aide et en même temps qui s'autodétruisent et qui cherchent par écho à nous détruire également. Mais ils le font inconsciemment, ils ne le font pas consciemment. C'est le sujet, c'est un vrai sujet aussi que j'effleure là, mais qui est réel. Vous en avez tous des cas autour de vous. Vous savez de quoi je parle. C'est pour ça que le domaine que l'on explore là, il est vaste. Et il est souvent relié à cette mystérieuse composition génétique dont nous sommes le fruit, nous, humains. Alors, après, j'ai lu des interprétations sur ça. Il y a des gens qui disent que l'homme est le fruit d'une combinaison biologique organisée par des entités qui auraient un peu fabriqué l'homme dans un laboratoire et qui auraient fait en sorte de le fabriquer pour soit se nourrir de certaines énergies dont ils auraient besoin, c'est-à-dire que nous serions une forme de bétail enfermé dans un enclos qu'on appellerait cette dimension, la Terre, et cet implant génétique qui nous rend si malheureux et qui fait qu'on s'autodétruit, leur servirait à eux de nourriture. C'est-à-dire que la fabrique de souffrance dégagerait une vibration qui serait une vibration qui les nourrirait, qui leur permettrait de se nourrir. C'est une théorie que j'ai entendue et que certains prennent très au sérieux parce que chacun cherche des explications à ce mystère qui nous constitue. On se dit, mais comment se fait-il que cette nature aussi bienveillante, parce qu'on dit que la nature est bienveillante, ait eu dans son projet d'implanter dans la génétique de l'homme une forme de virus autodestructeur qui irait grignoter progressivement son âme et son âme et sa psychologie, je dirais, qui irait grignoter en quelque sorte son existence aussi, son existence, oui. Et donc, il y aurait depuis toujours des conflits intestinaux, des guerres, des rivalités, que cela serait tellement implanté dans l'homme de toute manière que quel que soit son degré d'évolution, il a toujours vécu dans cette forme d'intra-adversité qui le possède en quelque sorte. Et que malgré le développement de son intelligence, malgré le développement de son cerveau, malgré le développement de ses fonctions cognitives, malgré le développement de toute sa connaissance, rien jusqu'à présent ne lui permet d'aboutir à extraire de lui ce mauvais virus, de façon à trouver un modèle dans lequel il serait beaucoup plus heureux, en tous les cas il serait beaucoup plus heureux parce qu'il aurait créé, si vous voulez, une forme de communauté de vie qui serait tellement bienveillante qu'elle fabriquerait, elle réparerait au lieu de détruire. Sa fonction serait réparatrice et le collectif serait réparateur et il y aurait une réparation telle de cette situation dans laquelle on est, qui est quand même une situation particulière, parce qu'on est là provisoirement, comme je vous dis, eh bien, l'homme aurait abouti à quelque chose qui lui permettrait de réparer une erreur de fabrication de départ. On pourrait dire ça. Eh bien, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on n'arrive pas à avoir l'honnêteté de faire un inventaire honnête, sincère, sérieux, en se disant voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons fait, voilà les bêtises que nous faisons, voilà les divisions dans lesquelles on se repaît et on se construit,
Alors que si on réfléchit bien, on a tous les mêmes besoins, les mêmes attentes, et que ces besoins, ces attentes sont tellement universelles et communes que se faire la guerre est un non-sens total, puisqu'il bouffe toute l'énergie, toute notre énergie du mauvais côté. Alors que si cette énergie était investie pour construire ce monde dans lequel on serait bien mieux, parce qu'il serait bâti sur, comme je vous dis, sur des éléments qui seraient constructifs pour l'homme, eh bien si c'est tout, regardez, si tout l'argent et l'énergie, parce que l'argent ce n'est que la projection de notre énergie, on est en train d'imaginer et toujours à l'heure actuelle, à notre siècle, on est toujours en train d'imaginer des armes de plus en plus offensives, de plus en plus meurtrières. On invente des armes plus performantes. Si cette concentration était orientée sur le bien-être de l'homme, sur sa santé, sur son évolution spirituelle, vous vous rendez compte le bénéfice que toute l'humanité en aurait? Ce serait absolument phénoménal. Alors, on est vraiment pris au piège dans cette histoire. On est pris au piège. Et c'est ça c'est là-dessus qu'on bute, si vous voulez. C'est qu'on est pris au piège. Et ce que je vous dis là pour le coup, ce n'est ni de gauche ni de droite. C'est une forme d'utopie, oui, je reconnais, mais une utopie basée sur l'éradication du mal, du mauvais gène en nous, qui nous autodétruit, qui fait qu'on s'autodétruit. Si nous avions des gens en dehors de ces catégories, je dirais, politiques, parce qu'il s'agit d'en sortir, et qui se concentraient à plusieurs sur ce fameux virus qui nous autodétruit, qui est implanté en nous, ce gène destructeur, eh bien peut-être que on avancerait. Alors vous me direz, oui, mais avec le transhumanisme, c'est peut-être ce qu'ils tentent de faire. Peut-être que toutes les recherches actuelles sur le transhumanisme, non, ils veulent pas rendre l'homme parfait, ils veulent c'est le problème on pourrait penser que le transhumanisme, on pourrait imaginer, on se dit oui, ok, bon, les élites mondiales sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme afin de transformer la nature humaine et d'éviter qu'elle s'autodétruise. Imaginons. Mais leur projet, il va pas être orienté de cette manière-là. Parce que ce qui risque d'arriver avec le transhumanisme, c'est qu'en voulant, c'est de jeter l'enfant avec l'eau du bain. C'est-à-dire, en voulant faire en sorte que l'homme cesse de s'autodétruire, il risque de le déshumaniser et de le désactiver du point de vue de l'âme. C'est-à-dire qu'il risque d'extraire son âme de son corps et donc d'en faire une forme de robot, d'être téléguidé, contrôlé, et d'en faire une forme d'hybride avec un conditionnement tel, avec un logiciel presque implanté dans son cerveau, où il ne serait plus qu'une forme de mécanique qui obéirait aveuglement à des fonctions. Voilà ce que le transhumanisme risque de provoquer. Mais il y a bien la volonté dans le transhumanisme de changer la nature humaine, de lui implanter quelque chose qui le transforme, parce qu'ils ont compris que si on laisse l'homme tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire une forme de primate pas du tout évolué, avec des armes extrêmement dangereuses, on risque de faire exploser cette planète, en tous les cas ce qu'on imagine être cette planète, parce que peut-être que c'est une imagination, peut-être que c'est une illusion, mais en tous les cas c'est un exercice qui fait peur. Et ils se disent, autant le transformer comme un robot, le travailler, lui implanter des fonctions qui soient des fonctions contrôlées et mécaniques,
et du coup on aura des robots, on n'aura plus d'humains. Donc on va vers une société déshumanisée parce que c'est vers ça qu'actuellement les gens, les élites mondiales travaillent là-dessus. Ils se retrouvent pour travailler là-dessus, sur la transformation de l'humain. Ça passera par l'eugénisme, ça passera par le côté malthusien, c'est-à-dire on détruit la moitié, la moitié, les 3/3 de l'humanité et on reconstruit une nouvelle humanité, basée sur des séquences artificielles qui produiraient de quelque chose qui n'aurait plus rien à voir avec ce qu'on appelle l'humanité. Moi je propose autre chose, évidemment, ce serait de garder l'âme, mais d'extraire, si c'est possible, ce gène nocif, ce virus implanté en nous qui fait qu'on s'autodétruit et qu'on se repaît dans le mal au lieu de s'épanouir dans le bien. Et ça aurait pu être la fonction, comme je vous le disais, des religions. Quand je dis des religions, c'est-à-dire des rituels. La fonction du rituel ça aurait pu être ça. Peut-être que ça a été ça un temps. En tous les cas, peut-être que le rituel est une technologie spirituelle qui avait pour fonction d'améliorer l'homme et d'extraire progressivement ce qu'on appelait autrefois le péché originel. Mais pour moi, le péché originel, symboliquement, c'est le fameux virus dont je vous parle. C'est cette fonction négative qui détruit l'homme et qui le rend mauvais, qui le rend nocif. Alors peut-être que c'est la tentative de l'Église, peut-être que l'Église, que je connais un peu mieux que les autres religions, c'est moins qu'on puisse dire, peut-être qu'elle a tenté cette opération et que le rituel était là pour le faire. Malheureusement, quelque chose s'est perdu quant à son efficacité et malheureusement, tout a été inversé en plus avec Vatican II. C'est pour ça que je vous ai mis la messe, le requiem pour célébrer la mort de Louis XVI. Je l'ai mise, vous pourrez consulter à nouveau si ça vous intéresse parce que c'est l'ancien rituel romain. L'ancien rituel catholique, c'est la messe ancienne. Et vous verrez déjà, en regardant cette vidéo, même si vous n'êtes pas catho, si vous n'êtes pas chrétien, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous puissiez vous faire la différence entre ce qu'était l'ancien rituel, et donc ce qui est encore un peu célébré dans nos sociétés, mais très peu, et les nouvelles messes auxquelles vous êtes peut-être amené un jour à participer à l'occasion d'un mariage, d'un enterrement. Les gens passent encore par l'église pour ce type de convention où ils s'aperçoivent que le curé, voilà, les chants, le curé qui fait sa messe en français face au peuple. Vous verrez que ces anciennes messes n'avaient absolument rien à voir avec ce qui s'est produit après ce qu'on appelle Vatican II, c'est-à-dire cette réforme liturgique qui a tout transformé, tout inversé. Onfray l'a vu au moins, au moins je lui suis reconnaissant pour ça. Et donc je vous recommande, je la laisse en ligne, et je vous recommande, si ça vous intéresse, d'aller, vous n'êtes pas obligé de tout vous taper, mais d'aller voir à quoi ressemblait l'ancienne messe. Vous allez voir, c'est très intéressant. Parce qu'il est possible que c'était une forme de technologie, on va appeler ça comme ça, qui avait pour fonction d'opérer dans l'âme, et donc le corps, d'opérer une métamorphose, une transformation. On peut dire que jusqu'à présent, évidemment, on peut dire que c'est un échec et que ça n'a pas abouti. C'était une tentative et que la tentative a échoué. Mais peut-être que simplement ce qu'on appelle la messe aujourd'hui, peut-être que c'était uniquement dédié à faire cette opération chirurgicale de l'âme humaine pour rendre l'homme, bien entendu, meilleur et désactiver cette fonction nocive qui le conduit systématiquement à l'autodestruction, à la destruction de ses congénères, à une atradestruction. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Là, on est dans la forêt, vous allez voir. Voilà, je marche plus longtemps aujourd'hui. La vidéo va être longue. Beaucoup n'auront pas
la patience de m'écouter jusqu'à la fin. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui baragouine celui-là, il est dans un délire. Non, mais j'ai mes habitués qui, en général, écoutent, m'entendent marcher comme ça dans la nature et s'occupent à faire quelque chose, quoi. Parce qu'il est évident qu'ils ne vont pas rester à me visualiser. Et simplement, certains mettent ça pendant qu'ils déjeunent. Il y a beaucoup de gens seuls qui m'écoutent, beaucoup de personnes seules qui m'écoutent dans ce type de discours, de réflexion comme ça, un peu oisive. Et elles ont plaisir à le faire puisque c'est le concept principal de ma chaîne, c'est de palabrer comme ça dans la nature, je dirais comme ça, sans frontières, sans limite de temps. Je calcule pas le temps, je calcule rien. Il y a juste ma petite perche et mon téléphone et ça va bien comme ça. Bah écoutez, alors vous voyez là, ça fait un moment, mais là il faut que je marche aujourd'hui, j'ai besoin un peu d'exercice. Et donc je vais avancer. On entend les oiseaux, ça y est. Je vous dis, il y a quelque chose aujourd'hui qui a basculé. C'est très agréable. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir patienté et de m'avoir été attentif jusqu'à la fin. Et je vous dis, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne soirée si cette vidéo passe ce soir. À bientôt, bonne soirée.